d'Urzoblit et qu'on va avoir tendance à lui pardonner ce qu'il a fait, ça reste un assassin. Et quelque part, il a bien tué beaucoup de gens, et on devrait être mal à l'aise nous-mêmes d'apprécier quelqu'un qui, malgré tout, est un assassin. Ça devrait nous mettre mal à l'aise. Fabien Cerutti, est-ce qu'il y a une éthique finalement dans... Alors le mot éthique est peut-être pas forcément très bien choisi, c'est plus finalement c'est des règles quelque part qu'il peut y avoir puisqu'on est au sein d'un groupe humain avec une troupe, puisqu'on ne peut pas réduire simplement le bâtard à lui-même. Alors comme il fait feu de tout bois, il n'a pas vraiment... Le but c'est justement de connaître l'éthique et les règles des autres pour pouvoir mieux les contourner, pour pouvoir mieux les utiliser. À un moment, il a le choix entre favoriser les puissances anciennes, dont il fait quelque part partie, puisqu'il a un sang particulier qui le rattache au pouvoir du passé, ou bien, au contraire, de s'opposer à eux pour finalement essayer comment dirais-je, je ne peux pas en dire trop. Vous l'avez tous lu, on peut parler librement. Non. Comment dire, ça y est, je suis coincé. Enfin, bref, de prendre une autre voie. Et finalement, justement, il dit qu'il va choisir l'autre... Enfin, bref, je suis coincé. Il va faire un autre choix et lisez le bâtard de Kossi. Il fait cet autre choix, il le dit parce que il considère que ce sont des choses qu'il connaît, des règles qu'il connaît, des façons de faire qu'il connaît et qu'il sait contourner, et que donc il préfère finalement choisir ce qui n'est pas dans sa nature parce qu'il le connaît et que grâce à ça il s'en tirera toujours mieux, et voilà. Bon, du coup c'est pas du tout clair, mais ça les oblige à lire, c'est bien. Voilà. Et les 2 tomes en plus. Mais je crois qu'effectivement, au-delà de ça, ce que disait Brett est hyper intéressant parce que ça pose 2 questions fondamentales. D'abord, est-ce que nous mettons, nous auteurs, une part de nous-mêmes dans nos personnages? Et je pense que oui. Je pense que oui. Et d'autre part, je pense aussi que ça renvoie à une question fondamentale, à des questions fondamentales sur notre société. Nos héros aujourd'hui sont des reflets de notre société, une société qui est beaucoup plus axée sur la liberté, l'individualisme. Donc on ose aujourd'hui ce qu'on cachait hier. Les règles morales forçaient, il y a ne serait-ce que 40-50 ans, à faire attention à ce qu'on écrivait, à ne pas montrer les mauvais côtés de l'être humain. Mais aujourd'hui, ces règles... Mais c'est un peu les croque-mitaines d'aujourd'hui, non? Ça paraissent un petit peu. Parce qu'on n'est pas dans les croque-mitaines des contes de fées d'antan. Peut-être, mais je crois pas que ce soit le même principe. Qu'on joue à se faire peur. Non, aussi. je pense pas que ce soit le principe de se faire peur. Au contraire, c'est plutôt le principe de se comprendre soi-même. En nous, en chacun de nous, il y a évidemment une petite part d'ombre. On fait tous des choses mauvaises. Ok, d'accord, on va pas tuer ou on va pas, c'est évident. Enfin, je crois. Laissez-moi vous regarder de plus près. La règle numéro 1, tout ce qui se passe aux imaginaires reste aux imaginaires. D'accord. Mais en tout cas, on a tous une part d'ombre en nous, et quelque part, on se pardonne en lisant, en voyant ces personnages, et en se disant que, après tout, avoir de l'ombre, faire des choses qui sont négatives, c'est finalement héroïque. Et par contre, au-delà de ça, pour des adultes, ça pose pas de problème, mais je pense que pour des jeunes, ça pose un problème. C'est-à-dire, quels héros on leur montre, quelles valeurs on leur montre, quelles idées on leur montre. Et peut-être ça pose un problème quand même, quelque part. Je sais pas. Paul Béhan, l'éthique de Jal, on a l'impression par moment qu'elle est un peu à géométrie variable. Alors Jal, c'est un personnage fondamentalement égoïste, donc il n'a pas d'éthique. Son éthique, c'est survivre et... Il a 2-3 principes, on va dire. Voilà. Et non seulement il est individualiste, mais il le prône, c'est-à-dire qu'il ne se lie à personne.
Et au cours du roman, il va comprendre que pour son propre intérêt, il a intérêt à se lier à des gens parce qu'il découvre une magie en fait qui ne fonctionne qu'à plusieurs. Donc, contraint et forcé, il va retrouver l'intérêt de ses semblables. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'éthique, mais au bout d'un moment, l'attachement qu'il peut éprouver pour ces gens va changer sa vision du monde. Il se trouve qu'en plus, il est embarqué dans une histoire où il se retrouve dans un lieu avec des gens où finalement, c'est tout juste si tout le monde lui jette pas des cailloux ou lui plante virtuellement des couteaux dans le dos, ou même pas virtuellement du tout parfois. Donc c'est vrai qu'il est quand même aussi dans une situation où il a les oreilles qui sifflent. Hein. Alors il se retrouve en fait à défendre un village d'un peuple qu'il déteste, enfin, parce que leurs deux peuples sont ennemis depuis très longtemps. Non seulement les gens le détestent, mais lui il déteste tous ces gens. Mais par une promesse qu'il a faite qu'il est obligé d'honorer, il ne peut pas les tuer. Ça pose effectivement quelques petits soucis, surtout qu'il se rend compte que finalement, il apprend par moments par la bande que même ceux dont il avait l'impression qu'ils lui étaient un peu favorables le débinent dans son dos gentiment. Oui, voilà, on peut se fier à personne de nos jours et en fantasy non plus. Là. Il a quand même quelques principes parce que on le voit par rapport aux enfants, par exemple. Il y a quand même il y a des moments où on sent que ça lui déclenche quelques réflexes d'humanité. Alors je pense qu'on a tous quelque chose profondément en nous qu'on ne peut pas détruire, même si on se fait une armure, même si on nie toutes nos valeurs. Si on ne veut pas devenir fou, il faut se raccrocher à quelque chose. Et Jal, effectivement, s'est raccroché à quelqu'un, en fait. Sa santé mentale étant vacillante, il a sauvé une petite fille. Et donc, même s'il la cache, ça reste la seule chose à laquelle il se raccroche pour dire je ne suis pas comme mon père adoptif, espèce de salopard, je ne suis pas comme tous ces gens que j'ai croisés qui tuent. Moi, j'ai fait au moins une bonne action dans ma vie. Et sur cette pierre de Rosette, on sent que ce personnage, il y a encore de l'espoir pour lui, même si on n'est pas sûr qu'il se concrétise. C'est effectivement un personnage très, très contrasté et qu'on a envie de voir évoluer, même si, évidemment, encore une fois, on va lui demander d'abord de se battre. Hein. C'est quand même aussi toujours le même problème. Jean-Philippe Benvenuto, on parlait des tensions politiques de la guerre de 100 ans. Benvenuto, lui aussi, finalement, il est tributaire des tensions qui existent dans ce vieux royaume. Oui, vraiment très bien. Vous noterez quand même que Fabien Cerutti a avoué, et compte tenu du cadre du bâtard de Cossigan, quand même, il a avoué s'identifier à des types abominables comme l'architecte ou le petit Créqui, qui étaient les capitaines, les pires affreux qui puissent exister dans l'histoire. C'est moche de cafeté. Je dis qu'il y avait une minuscule barbe. Donc, alors pour ne pas être en reste, oui, bien sûr, hein, Benvenuto, il trempe dans des intrigues politiques. Et Fais gaffe parce que je vais te demander ce qu'il y a de toi dans Benvenuto si tu continues. Voilà. Je me suis aussi inspiré d'une période particulièrement sanguinolente, hein, qui était les guerres civiles à Florence, qui était abominable. Hein. J'ai même adouci la vérité historique, hein, puisque à Florence, les enfants jouaient avec les têtes des ennemis, c'est-à-dire des voisins, hein, qu'on avait tués. Hein. Alors oui, il est complètement pris dans les intrigues politiques. Il les sert et il s'en sert. C'est quelqu'un qui vient du ruisseau, pas tout à fait du ruisseau en fait, mais bon, sa famille a déchu. Comme il est effectivement très égoïste, hein, la fascination qu'il éprouve pour son patron, c'est en fait la fascination du pouvoir. Il faut se représenter à un homme issu de peu, dans une société très hiérarchisée, qui a la possibilité de vivre dans un palais, d'être considéré, même si c'est un homme de nombre, comme quelqu'un d'important dans l'entourage d'un grand. Il vend son âme pour cela, parce que pour lui c'est la réussite, et à partir de ce moment-là, il est pris dans tout un réseau
tout un réseau d'intrigues politiques, d'intrigues diplomatiques, dès le début du roman, en fait, hein, puisqu'il est l'émissaire secret dans le cadre de tractations de paix. De toute manière, la politique a besoin de ce genre de personnages. Hein. Pour aller au plus vite, Gagner la guerre, c'est un roman qui est inspiré de Machiavel, et Nicolas Machiavel, dans Le Prince, il pose des principes qui justifient la raison d'État, et la raison d'État, c'est le principe qui justifie tous nos services secrets, qui ont toujours, alors en France, des actions homo, c'est-à-dire des actions d'assassinat. Ça existe dans un certain nombre de pays. Et Benvenuto, il représente ça. À partir du moment où Gagner la guerre est une illustration fantaisie de la pensée de Machiavel, Benvenuto, c'est le bras armé de la raison d'État qui a besoin de très très sales types, de ce qu'on appelle en France des barbouzes. Hein, c'est un barbouze.